Le morceau en entier, même si c'est triste quand même de couper ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce morceau? Tout à l'heure j'ai posé la question, j'avais mis un autre morceau, est-ce que vous connaissez ce morceau ou pas? Mais là, est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas The Bottom? Il y a une personne, et ben vous êtes bienvenus parce que vous allez apprendre des choses sur cet artiste. En fait, le livre que j'ai publié récemment, il est sorti le 17 juin 2020. Il est édité chez une petite maison d'édition de La Rochelle. Moi j'habite à La Rochelle, je suis un ancien parisien, mais j'habite à La Rochelle. Je me suis exilé dans un pays plus propre, plus lissé, plus blanc, quelque part. Donc c'est Évidence Édition qui l'a édité. L'imprimeur, c'est un éditeur de La Rochelle. Il y a pas mal d'artistes aussi qui ont participé. Marie Montero qui a fait beaucoup de photos dans le livre. Il y a deux illustrations qui ont été créées expressément pour le livre. Il y a l'illustration que vous voyez derrière vous là-bas, Me and the Devil, qui a été créée par Oncle Red. Je l'ai emmené aussi si vous voulez repartir avec une belle sérigraphie en édition limitée. Et il y a pas mal d'artistes qui ont participé au projet. Par exemple, on a Gidru et Sandra Nkake qui ont travaillé sur ce projet. D'ailleurs, ils seront jeudi avec nous chez Superfly. Il y a des Américains, ça n'a pas été facile, on va en parler, d'avoir des Américains avec nous. Il y a la fille de Gil Scott-Heron qui nous a offert un poème, elle s'appelle Gia. Il y a l'artiste percussionniste jamaïcain qui s'appelle Larry McDonald, qui a aussi participé au projet, qui a apporté son témoignage. On a aussi des gens comme Jean-Jacques Mito, qui est une personne bien connue dans le blues, un Français évidemment. Nous avons aussi, par exemple, Olivier Cachin, qui est à mes côtés, qui a fait la préface. Belkacem, qui est ici, qui a écrit un livre sur le funk et sur le disco aussi, qui m'accompagne sur ce projet où il a parlé de l'engagement politique de Gil Scott-Heron. Et voilà, il y a tout un tas d'artistes, de photographes, d'illustrateurs. On a voulu faire un beau livre. Du coup, c'est un livre où il y a pas mal de textes et pas mal de visuels. C'était ce qu'on voulait faire. Et pour commencer, je voudrais poser la même question tout à l'heure, Olivier. Pourquoi tu as accepté de faire cette préface aussi facilement? Parce que beaucoup de gens qui connaissent et qui apprécient la Great Black Music, comme on dit, Gil Scott-Heron est quelqu'un que j'ai toujours apprécié, qui est un artiste exceptionnel, assez peu connu, parce que c'est vrai qu'il a, même si son morceau de Shining Not Be Televised est devenu un espèce de tag qui a été repris aussi bien par Pulp Michelini, c'est devenu un slogan en quelque sorte. Les gens ne connaissent pas son origine, mais je crois que c'était toute entreprise qui tente à faire mieux connaître quelqu'un d'aussi essentiel, émouvant, talentueux, mérite d'être accompagné. Donc j'ai avec plaisir accepté de préfacer ce livre sur les grands Gil. On m'a dit il n'y a pas longtemps que c'était un monstre sacré. Je trouve que ça résume pas mal les choses. C'est en fait un artiste qui est peu connu ou mal connu et qui mérite justement d'être connu. Et c'est vraiment l'objet de ce livre, c'est que le but du jeu, c'était vraiment de faire connaître cet artiste un peu plus. Pour ceux qui le connaissent, ils sont contents d'avoir un livre sur lui. En tout cas, l'idée, c'était au départ vraiment de le faire connaître plus. C'est un livre qui est un petit peu comme un collectif. Il y a mon nom sur la couverture et la préface d'Olivier Cachin, mais au final, il y a Nicolas Rogès qui a écrit une fiction autour de l'œuvre de Gil Scott-Heron et de sa vie, qui est un monsieur qui va sortir tout prochainement un livre sur Kendrick Lamar, et qui a écrit aussi un livre sur la soul qui est très très bon. Et Belkacem, qui ici, comme je disais tout à l'heure, a fait deux livres, un sur le funk, un sur le disco. Et Belkacem, pourquoi toi tu as accepté de faire cet écrit sur l'engagement politique de Gil Scott-Heron, et pourquoi précisément sur l'engagement politique, si ce n'est que je te l'ai demandé un petit peu quand même? Bien sûr.
sûr. Pour la même raison qu'Olivier, bien sûr, dès qu'on peut parler d'un artiste dont on n'a pas l'habitude de parler et qu'on peut mettre en lumière un petit peu ce genre d'artistes qui sont moins cités, Curtis Mayfield, Michael Jackson, James Brown, etc. Ça, c'est la première motivation. Après, individuellement, comme je disais dans l'autre séance, moi j'ai connu Gil Scott-Heron par mon grand frère qui avait un vinyle que j'ai découvert après avoir écouté plutôt Shalamar, Kool and the Gang, les choses qui étaient plus clinquantes, on va dire. Et puis un jour j'ai mis ce vinyle et c'est vrai que je suis tombé amoureux de Angel Dust. D'abord, je pense que c'est le premier morceau moi qui m'a, je sais pas pourquoi, j'ai pas d'explication. Je répète un peu ce que j'ai dit à la séance d'avant, mais j'ai eu l'occasion de le voir en 93 à l'Élysée-Montmartre. Et j'étais seul, c'est-à-dire que j'embrigadais souvent, comme je disais tout à l'heure, mes potes, aller voir George Clinton, Maceo Parker, voilà tout ce qui se passait dans les clubs parisiens, et on avait la chance d'avoir tous ces gens-là qui passaient à cette époque-là, peut-être un peu moins aujourd'hui, et Gil Scott-Heron, personne n'a voulu me suivre, alors que quand j'allais voir Maceo Parker, Cameo ou Larry Graham, tout le monde me suivait, parce que voilà, c'était un peu plus connu, mais Gil Scott-Heron, je me suis retrouvé tout seul dans l'Élysée-Montmartre, et j'ai apprécié le concert, même si je pense que j'avais 19 ans, j'ai pas tout compris à ce qu'il disait, il n'y a aucun souci, mais j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Et puis j'ai poursuivi parce que on était dans une époque où les CD commençaient à sortir. Moi j'avais qu'un vinyle, mais en tout cas voilà, les rééditions CD ont commencé à sortir petit à petit, j'ai réussi à avoir quelques albums, et puis pendant longtemps j'avais l'impression que c'était quelque chose que j'étais seul à aimer. Voilà, j'ai l'impression que personne aimait Gil Scott-Heron, j'étais un peu un allumé qui écoutait ça. Et puis bien plus tard, j'ai commencé à donner des conférences, c'était en 2006, la première. Et puis quand Gil Scott-Heron est décédé, j'ai donné une conférence sur cet artiste-là. Je pense que c'est quoi, 2011, je crois, son décès. Son décès, c'est 2011, hein, voilà, 2011. J'ai pas envie de paraître prétentieux du tout, mais même si je le suis, forcément. Tout mon business fonctionne sur la prétention, sinon je meurs. Non, je plaisante, bien sûr. Mais en tout cas, j'ai l'impression que quand en 2011 il est décédé, le fait d'avoir donné une conférence, même si sur Nova on en a parlé, même si on en a parlé dans le fait de faire une conférence et d'expliquer aux gens, de faire un quart d'heure sur The Revolution Will Not Be Televised, et d'expliquer qui était Spyro Agnew, d'expliquer qui était, Nixon on le connaissait forcément, mais Bullwinkle and Julia, toutes les références qu'on trouve dans ce texte, j'avais l'impression d'être, et encore une fois, vous pouvez le prendre comme de la prétention, il n'y a aucun souci, hein, je vous laisse faire comme vous voulez, mais j'avais l'impression d'être quelqu'un, d'être proche de lui et de le connaître et de lui rendre hommage et d'avoir... là on rentre dans le mystique, mais moi j'ai donné des conférences sur James Brown, Stevie Wonder, etc. Des gens qui sont vivants ou morts, mais quand on célèbre un artiste comme celui-là, et j'ai Raphaël qui est ici, Raphaël Melki, qui s'occupe beaucoup de la carrière de Prince, je pense qu'il comprendra ce que je veux dire. On a l'impression d'être de la famille de ce mec-là, on a l'impression d'être... Après c'est complètement personnel ce que je dis, mais donc en 2011, quand il est décédé, j'ai donné une conférence. On m'a rappelé pour une deuxième conférence et j'étais totalement étonné. Et quelques temps après, Stéphane Nicolas, que je ne connaissais pas avant hier, je n'avais jamais rencontré ce monsieur, me demande de faire un texte sur l'engagement politique et je lui dis tout de suite, je ne sais pas si tu es comme moi, mais en tout cas, pour moi, Gil Scott-Heron n'est pas seulement un artiste qui a défendu la cause noire, mais c'est quelqu'un qui a défendu le nucléaire, les violences policières, enfin qui n'a pas défendu les violences policières, qui a critiqué les violences policières, pardon, et encore d'autres sujets. Et je lui dis, moi si j'écris un texte sur l'engagement politique, ce sera, je vais pas me cantonner à Malcolm X et Martin Luther King, mais je vais aller vraiment dans, pour moi, ce que j'ai trouvé chez Gil Scott-Heron, qui est un artiste beaucoup plus large que le côté pro-black, black power. Et il m'a dit, vas-y, je ne toucherai pas, je me souviens, et je peux peut-être retrouver le mail, je ne toucherai pas un seul mot de ce que tu vas m'écrire. Et c'est aussi pour ça que je suis là, parce que on l'a fait en fin de conférence, mais voilà, je rends hommage à ce mec qui a dit « Écris ce que tu veux, je ne toucherai pas un mot », et il n'a pas touché un mot. Et là, je te rends le micro, pardon. C'était hors de question.
Olivier, je vais te poser un peu la même question tout à l'heure. S'il y avait un album ou des textes de Gil Scott-Heron que tu aimerais retenir, ou si tu devais emmener quelques chansons sur l'île déserte, ce seraient lesquelles? Alors, l'île déserte avec l'électricité, donc. Écoute, déjà, alors c'est vrai que ça serait plutôt des chansons que des albums. Alors, pour changer un peu, il y en a une qui est très importante, qui est d'ailleurs un morceau qui faisait souvent durer très longtemps sur scène quand il le jouait. Il y a une version de 20 minutes qui a été enregistrée sur un live. C'est Johannesburg, parce que quand en 83 il écrit Johannesburg, on ne peut pas vraiment dire que le problème de l'apartheid soit très prégnant. On commence juste à envisager que peut-être ça serait une bonne idée de libérer Nelson Mandela. Mais là, en l'occurrence, quand il fait Johannesburg, c'est 2 ans avant un morceau qui était assez important, qui était Artist Against Apartheid. Le morceau s'appelait Sun City, parce qu'il faut savoir qu'en Afrique du Sud, il y avait certes l'apartheid, mais il y avait aussi une espèce de Bantoustan, d'État fantoche qui s'appelait Sun City, dans lequel il y avait des casinos, des salles de concert, où pour des sommes indécentes, on invitait des artistes, dont d'ailleurs des artistes noirs. James Brown y a joué, il y en a beaucoup qui ont joué, parce qu'à un moment, quand on est artiste, on est aussi là pour en vivre. Et donc lui, il combattait ça, et le morceau de Johannesburg était une façon de dénoncer, mais encore une fois, c'est pas du protest song, c'est un morceau qu'on peut apprécier même si on n'écoute pas la teneur des paroles, mais le fait qu'il ait écrit ça en 83, c'était déjà assez extraordinaire. Et puis, parce qu'on parle beaucoup de lui comme d'un poète qu'il était, d'un révolutionnaire, de quelqu'un d'engagé, il y a aussi un humour dans son œuvre, et je pense à un morceau, mais là c'est vraiment de l'humour noir, pardon le degré d'humour, mais White is on the Moon, qui est un morceau qui signifie littéralement le blanco sur la lune, où il raconte que rien ne va dans le pays, le système social est cassé, l'ascenseur social est en réparation, mais c'est pas grave parce que l'homme blanc est sur la lune. C'est une façon de mettre le doigt sur cette pauvreté, cette misère intellectuelle et sociale de l'Amérique, en mettant en opposition cette espèce de grande réussite. On est allé sur la lune, mais évidemment c'est l'homme, pas la femme, et l'homme blanc qui a été sur la lune. Donc ces 2 morceaux-là, mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres. L'extrait qu'on a entendu de Bottle, qui est un morceau magnifique sur l'alcoolisme, qui est malheureusement une prophétie autoréalisatrice, puisqu'il en a aussi beaucoup souffert par la suite, qui a été repris par plein de groupes. Il y avait Glover to Glover qui en avait fait une vachement belle version. Il y a évidemment de Revolution with Not Be Televised, comme le rappelait Belkacem, avec cette espèce de jeu de référence. On peut passer des heures dessus, parce que ça soit dans le monde de la publicité, de la politique, de la musique, il cite plein de trucs, c'est une espèce de patchwork, un peu un cut-up à la Rose. Il y a énormément de morceaux. Donc, tous ces morceaux-là, et puis histoire d'en rajouter un, puisque de toute façon sur l'île déserte on a le temps, je mettrais Lady Day et John Coltrane, qui est un morceau là aussi très lumineux, très joyeux, très entraînant, avec une rythmique assez up-tempo, beaucoup plus que la plupart de ces morceaux qui sont souvent assez sombres, et qui célèbrent Bill Holiday et John Coltrane, qui sont 2 de ses idoles, puisque même s'il n'était pas proprement parlé un jazzman, c'est quelqu'un qui a utilisé aussi beaucoup le jazz, qui a joué avec le jazzman, qui a fait un morceau qui s'appelle That Jazz, et qui avait une grande affection pour cette musique-là. Et puis écoute, si tu m'arrêtes pas, j'en rajoute encore un autre. Mais récemment, il y a Angel Dust, que c'était Belkacem, qui a un morceau bouleversant, très triste, et puis bien sûr aussi Winter in America, et on parlera après de B-Movie, parce que sinon je vais sortir de l'histoire. En fait, ce que je trouve intéressant chez Gil Scott-Heron, c'est au départ, c'était un écrivain, c'était quelqu'un qui est un intellectuel, très clairement. Et en fait, il a voulu, lorsqu'il a rencontré The Last Poets, qui est un autre groupe des années 70, un peu dans la même trempe, ils sont un petit peu plus virulents que lui, parce que Gil Scott-Heron, au début de sa carrière, avait des propos très pro-black. Mais au final, The Last Poets, c'était carrément au-dessus, c'était beaucoup plus violent. Gil Scott-Heron, là où c'est intéressant, c'est qu'il a, comme tu disais, parcouru beaucoup de thèmes. Il a un aura énorme, malgré le fait qu'il soit peu connu. Les mélomanes le connaissent, mais la plupart du temps, moi, quand j'ai commencé à dire que j'allais faire un livre sur Gil Scott-Heron, les gens me disaient « je ne le connais pas ». Donc j'étais très content de leur dire, vous inquiétez pas, un livre arrive, vous allez le connaître. C'est un artiste qui a influencé toute la mouvance hip-hop,
Ça c'est super intéressant aussi parce que lui n'aimait pas particulièrement le hip-hop. En fait, il a commencé à mettre ses chansons, ses poésies en chansons. Donc son premier album, Small Talk, qui est sorti en 1970, pardon. C'est un album qui est percussion, conga et puis ses poèmes en chansons. Et il a influencé tout le hip-hop, surtout je pense grâce à cet album. Et lui-même a fait une chanson qui s'appelle Message to the Messenger sur l'album Spirits en 1994. Et cet album, en fait, il dit aux rappeurs que c'est pas en disant des gros mots, c'est pas en disant fuck et en maltraitant les femmes que vous pourrez être des poètes et vous êtes peut-être des stars, mais ça fait pas de vous des poètes. Et il avait toujours cette volonté d'élever en fait les consciences, d'élever les gens à lire, à écrire, à se renseigner. Et en ça, c'était vraiment un chroniqueur de la société américaine. Il a défendu beaucoup de causes, il en a appartenu à aucune. Il voulait pas prendre de clan en fait. Il aurait pu chanter pour les musulmans, pour les chrétiens, si les pro-black du Black Panthers l'appelaient, il allait chanter aussi, mais il voulait pas appartenir à un clan. Et les rappeurs, Eminem a dit, lorsqu'il est mort, il a fait un tweet en disant que Gil Scott-Heron avait influencé tout le hip-hop, et je pense que c'est vraiment le cas. Il y a beaucoup de gens qui se revendiquent être des enfants de ce parrain de la soul et du jazz. Toi, Belkacem, qui a fait un livre sur le funk et sur le disco, en quoi il aurait aussi des jonctions entre le funk, le hip-hop? Il a déjà bossé avec, là c'est la fin des années 70, avec un monsieur qui s'appelle Malcolm Cecil, qui est l'une des personnes avec Robert Margouleff qui ont produit qui n'ont pas produit mais qui ont aidé énormément Stevie Wonder à faire Superstation, les albums Talking Book, Inner Visions et tout ça. Donc ce sont deux sorciers, comme on dit souvent quand on écrit des textes, deux sorciers des claviers. Et donc tout ce que vous entendez dans Talking Book, Superstation, tous les morceaux de Stevie Wonder de 72 à 76 à peu près, 75, c'est Malcolm Cecil et Robert Margouleff. Donc lui il était énormément influencé par Stevie Wonder, il adorait Stevie Wonder, donc il a fini aussi, il n'a pas fini, mais en tout cas il a fait une tournée avec lui, comme tu disais hier, il a remplacé Bob Marley pour cette tournée où il devait célébrer Martin Luther King, et donc lui il était déjà très proche de cette musique. Je pense que c'est la première chose qui je pense qu'il lui a fait faire de la musique, c'est l'amour de Coltrane, de John Coltrane. Donc vraiment là, c'est je pense la personne que Gil Scott-Heron aimait le plus. Mais Gil Scott-Heron aimait aussi tout ce qui se passait aussi dans les années 70, que ce soit Curtis Mayfield, James Brown, les choses un petit peu engagées bien sûr. Et quand il se rapproche de Malcolm Cecil, c'est, je pense, son amour de Stevie Wonder qui lui fait. Après, il faudrait voir. J'ai pas tous les détails sur les manières dont ils se sont rencontrés, mais en tout cas, voilà, c'est. Et par rapport à la soul et au funk et au disco des années 70, c'est ce qu'on discutait hier, parce que on est à notre deuxième petite date, on est assez content de ça, il va y en avoir d'autres, mais je pense que Gil Scott-Heron est arrivé à un moment aussi où la communauté noire a commencé à s'intéresser aussi à d'autres choses. C'est-à-dire qu'on est dans une période où la musique noire va plus bien sûr vers le funk, mais aussi vers le disco, vers des musiques un petit peu plus entre guillemets légères, parce que ça fait 20 ans déjà. Depuis, on va dire, le milieu des années 50, même si le combat des droits civiques est bien plus ancien, mais depuis, on va dire, entre 55 et 70, il y a un combat acharné, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de sueurs, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de choses qui vont faire aussi que la communauté noire va être divisée.
Et dans les années 70, le fait que le disco arrive, que le funk, que ce soit celui des Commodores, de Parliament, de Ohio Players, alors il y a toujours des choses un petit peu politiques dedans, mais c'est comme on dit, c'est l'éclate un petit peu, il faut qu'on rigole, il faut qu'on digère un petit peu ces 15 années de lutte. Et Gil Scott-Heron, c'est un peu un ovni dans tout ça, c'est-à-dire qu'au moment où lui sort le Bottle, qui a l'air un peu disco, c'est pas une volonté de faire du disco, c'est un côté un peu latin et tout. Lui, il a jamais baigné là-dedans, alors que quasiment tous vont baigner là-dedans, vont baigner dans... Quand on écoute Stevie Wonder, Curtis Mayfield ou James Brown, qui sont des artistes ultra engagés, bien sûr, ils ont... en fait, leur engagement, c'est une petite partie de leur discographie, alors que lui, c'est 100% de sa discographie. Et je pense que c'est vraiment un artiste qui a dû... comme je disais hier, alors je ne sais pas si tu as accepté mon argument ou pas, mais je pense qu'il est arrivé au mauvais moment. Je pense pas. Il est arrivé au mauvais moment. Il est arrivé à un moment où on n'avait plus envie de parler. Parce qu'il n'y a pas que les Noirs qui ont agi dans les années 60, en tout cas aux États-Unis. Je parle des États-Unis, mais il y a tout ce côté hippie, les beatniks, la génération Woodstock, il y a la contre-culture, il y a énormément de choses qui ont fait qu'on en avait marre de la religion, on en avait marre des carcans trop rigides de la société. Et tout ce qui s'est passé entre le milieu des années 50 et les années 60, je pense qu'à un moment il fallait un break. Et ce break des années 70, où on voit tout le monde aller en discothèque prendre des drogues, parce que le disco c'est aussi beaucoup de drogue, beaucoup de sexe, je pense que Gil Scott-Heron, lui, il est tombé là-dedans, au milieu de tout ça. Il avait encore envie de parler des violences policières, du racisme, de drogue. Quasiment plus personne en avait envie d'en... Donc hyper, non, c'est pas si vrai que ça. C'est plutôt les années 60 qui sont vraiment une décennie. Et donc, moi, je pense que lui, il se positionne... c'est un artiste à part. Donc après, il y a le business. Il y a le business qui fait aussi que forcément c'est pas ce genre d'artiste qu'on a voulu mettre en avant. On a voulu forcément mettre en avant des choses un petit peu plus clinquantes, brillantes, dansantes. Mais Gil Scott-Heron, pour moi, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est servi de tout ce qui se passait autour de lui, mais qui a aussi été un ovni. Quelqu'un qui est un petit peu à part par rapport à ce que les gens attendaient. Après, comme on disait tout à l'heure, ce sont toujours des arguments, des discussions, et puis on peut bien sûr ne pas être d'accord avec moi, évidemment. Mais Olivier, toi, tu as rencontré Gil Scott-Heron lors d'interviews. Est-ce que tu as des choses à nous dire par rapport à ce qu'il dégageait? Qu'est-ce qu'il représente pour toi aussi, peut-être? Moi, je l'ai rencontré, c'était il y a un peu plus de 25 ans, dans les années 90. C'était du côté du New Morning. Il était extrêmement, très ouvert, très gentil. Alors, effectivement, le fait que ça ne soit pas une superstar, déjà à l'époque, ça veut dire qu'il n'était pas entouré, comme le sont les grandes stars américaines, d'une espèce de ceinture de sécurité avec des managements, des videurs et des gens pour empêcher le contact. Et plus accessible. Oui, et moi, le souvenir marrant, l'interview, je sais d'ailleurs, c'est très étonnant parce que je ne suis même pas sûr de l'avoir utilisé. J'ai dû faire un petit papier sur le disque qui sortait à l'époque, mais je n'ai pas utilisé vraiment l'interview que j'ai fait avec lui. Mais ce que je me rappelle, c'est que à moi, il me dit t'as pas des cigarettes? J'avais déjà arrêté de fumer. Je dis non. Il fait bon, bah, viens, on va acheter des clopes. Et là, je me retrouve dans la rue des Petites Écuries, à aller chercher un tabac. Gil Scott-Heron qui va s'acheter son paquet de clopes. Très très nature, très sympa, très dissert. C'est quelqu'un qui était encore... Parce que le truc, c'est que si on regarde l'évolution de sa vie, comme toutes les grandes stars, comme beaucoup, enfin tous les grands artistes, plutôt que ce n'est pas vraiment une star, et beaucoup de Noirs américains, il avait beaucoup de problèmes personnels, d'alcoolisme, de drogue. Il a fini, il était donc quand même accro au crack, atteint du sida. Enfin, c'est vraiment la chute a été assez terrible. Il a été en prison, on en reparlera. Mais là, c'était quelqu'un qui était lumineux, qui était gentil, qui parlait. Il n'avait pas du tout le côté très dur qu'ont certains artistes militants, où souvent, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, bon à la limite ça va parce qu'ils sont en Europe, mais il y a beaucoup d'artistes noirs américains, quand ils sont interviewés par un blanc, il y a quand même un truc c'est assez particulier, parce que quand c'est aux États-Unis, il y a quand même un écosystème noir américain qui fait que jusque dans les années 80,
Il faut quand même savoir qu'aux États-Unis, l'apartheid ne s'est pas arrêté avec le mouvement de droit civique. Hein. Il y a toujours eu, jusqu'à ce que des artistes comme Michael Jackson et Prince ouvrent des portes, une musique pour les Noirs, une musique pour les Blancs. Hein. Il faut quand même savoir que James Brown n'a pas vraiment fait un vrai hit crossover avant la musique de Rocky IV. Donc, Gil Scott-Heron, c'était quelqu'un qui avait cette espèce de gentillesse, d'ouverture, même si, encore une fois, après, c'est vrai que sa vie a été plutôt tragique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le dernier album qui a été enregistré de son vivant, à New Year, il a fait avec Richard Russell, qui est le patron du label XL Recording, qui est un label assez éclectique, plutôt électronique, hein, avec notamment The Prodigy, mais aussi Radiohead et d'autres choses assez pointues, mais a priori pas du tout sur la musique noire américaine, la soul, le funk, ou ce genre-là. Il a eu l'envie, il a ressenti comme un besoin d'aller rencontrer Gil Scott-Heron pour faire un disque avec lui, et pour ça, à l'époque, on est en 2006, il va le voir en prison, puisque Gil Scott-Heron s'est fait choper à New York en train d'acheter de la drogue. Les flics qui le voient en train d'échanger avec un mec estiment que donc ils ont, aux États-Unis, pour arrêter quelqu'un, il faut avoir ce qu'on appelle probable cause, c'est-à-dire une raison supposée pour l'arrêter. C'est parfois un prétexte, mais en tout cas là, il voit qu'il y a eu un business. Il fouille Gil Scott-Heron, 2 pipes de crack, 1 gramme de cocaïne, et donc il va passer un certain temps en prison. Et c'est là où Richard Russell va aller le rencontrer, discuter avec lui, parler d'un projet d'album. Cet album se fera dans la douleur. C'est A New Year, titre assez ironique, un album très court, hein, qui fait 25 minutes, avec des morceaux, il y a notamment une reprise de Robert Johnson, des interludes parlées. On sent que c'est un album qui a été compliqué à réaliser parce que Gil Scott-Heron n'a plus la même voix, il n'a plus beaucoup de dents, il y a une espèce de diction qu'ont souvent les personnes âgées ou les personnes qui ont vécu des trucs, quelque chose d'assez étrange. On comprend que c'est un puzzle, dans le sens où Richard Russell a assemblé des fulgurances, des extraits, parce que c'était pas facile de bosser avec lui. Il a d'ailleurs tenu un journal de bord pour cet enregistrement, From Inception to Reception, comme il avait dit, c'est-à-dire depuis le moment où il a envisagé le projet jusqu'à celui où ça s'est fait. Et il y a plein de moments où Gil Scott-Heron n'est pas là, il y a des moments où il refuse de le voir. Mais c'est intéressant de voir cette évolution, même si humainement c'est une histoire assez tragique, puisque il est mort quand même beaucoup trop tôt. Et puis c'est intéressant aussi de voir, on disait tout à l'heure, tu disais Stéphane que ce premier album Smoto, du 25th and Lennox, qui était sorti en 70, c'est la même année que l'album homonyme des Last Poets, qui est aussi un groupe qui a énormément influencé le mouvement hip-hop, qui est aussi un groupe qui fonctionne avec une musique qui est uniquement à base de percussion, comme l'était le premier album avec la première version de The Revolution Wouldn't Be Televised de Gil Scott-Heron, et qui, dans les deux cas, sont des gens qui avaient une certaine défiance, disons, du mouvement hip-hop, parce que même s'ils appréciaient l'hommage que les rappeurs leur ont fait, parfois l'hommage c'était piquer des musiques ou des paroles sans payer de droit d'auteur, hein, mais bon, ça c'était l'époque du sampling à tout va. Les Last Poets avaient cette formule, enfin Jalal et les Last Poets, c'était We were rapping when they were napping, on faisait déjà du rap quand ils étaient encore en couche-culotte. Et même si effectivement Gil Scott-Heron a fait un morceau avec Tribe Called Quest sur l'album Vision en 1994, c'est des gens qui étaient les précurseurs et grands-pères du rap, mais qui effectivement avaient cette espèce d'ambition poétique que n'avaient pas forcément tous les rappeurs, parce que la génération du hip-hop qui va arriver à partir du milieu des années 70 est vraiment explosée avec Rapper's Delight en 79, est aussi une génération où l'engagement n'a pas disparu, il existe, mais il y a beaucoup plus de vision sur le côté financier de la musique, et c'est vrai que le rap, d'une certaine façon, est une musique très matérialiste dans ses paroles et dans son attitude, et ça c'est quelque chose que ne partageaient pas des artistes comme les Last Poets ou un artiste comme Gil Scott-Heron, qui était effectivement peut-être plus idéaliste, peut-être aussi simplement d'une génération, mais qui en tout cas ont fait des morceaux qui sont restés dans l'histoire de la musique. Et d'ailleurs, peut-être qu'un des plus beaux hommages du hip-hop à Gil Scott-Heron, c'est Kanye West qui l'a fait, puisqu'il a repris un morceau qui est Home is where the hatred is, morceau terrible et bouleversant comme beaucoup de ceux qu'il a fait. La maison, c'est là où il y a la haine, puisque c'est en inversant la formule Home is where the heart is.
Et il a repris ce morceau sur son album College Dropout. Et malheureusement, je pense que, enfin j'espère qu'il les a touchés, mais les droits d'auteur que Gil Scott-Heron a pu avoir avec ce seul morceau sur un album de Kanye West étaient, je pense, pas loin de ce qu'il a pu toucher sur le reste de sa carrière avec tous ses albums, parce que même s'il a fait beaucoup de morceaux et d'albums très importants, aucun commercialement n'a connu un succès. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait eu un titre qui soit rentré dans le top 20 des charts pop en tout cas. Donc c'est un artiste important, mais un artiste qui n'a jamais eu le tube qui parfois résume une vie, même si The Bottle a été un beau succès. Mais comme sous Makossa, c'est peut-être les versions après celle de Gil Scott-Heron, comme sous Makossa, c'est les versions après celle de Manu Dibango, qui ont celles qui ont vraiment eu un succès commercial et qui ont tourné dans les clubs ou dans les radios. Ben, c'est vrai aussi que ce qui est raconté dans les années 70 est malheureusement encore d'actualité. Hein. On parle beaucoup du Black Lives Matter actuellement. Est-ce que toi, Belkacem, tu as des choses à dire par rapport à ça, le fait que ce qu'il disait dans les années 70, ben, aujourd'hui, on y est toujours, quoi. Alors, ce qui est vachement intéressant, moi en tout cas, quand j'ai découvert vraiment, je suis rentré dans la poésie de Gil Scott-Heron, c'était aussi déjà de faire le lien avec ce qui s'était passé avant. C'est en ça que moi j'écoute cette musique, c'est comme ça que je recherche cette musique, et en tout cas l'histoire aussi, j'ai toujours énormément eu de liens avec l'histoire, parce que j'adore lire, j'adore vraiment lire, c'est vraiment quelque chose qui est quotidien. Et donc le fait aussi de découvrir que ces messages dans les années 70 ont déjà été donnés, écrits plutôt. Si on reste dans la musique, on peut écouter Lead Belly, on peut écouter Josh White, c'est des gens qui disaient exactement les mêmes choses que lui dans les années 30. Et on a toujours l'impression, d'ailleurs, moi j'ai beaucoup travaillé sur les droits civiques, on a toujours l'impression que c'est Malcolm X, Martin Luther King, les années 50, Emmett Till, Rosa Parks. On a même fait une station du RER E, ou je sais plus ce que c'est, une tramway. C'est tramway, pardon. Rosa Parks, par exemple, là je digresse un peu, mais je vais revenir, hein, t'inquiète pas, je sais où je suis. Arrêtez de rire, monsieur, sinon j'appelle la sécurité. En tout cas, Rosa Parks, c'est pareil, son boycott du bus. En fait, tu t'aperçois que 20 ans avant, on boycottait les bus aussi, quoi, dans le Tennessee, dans le Mississippi, etc. Et c'est ça qui est super intéressant quand tu regardes aussi la poésie de Gil Scott-Heron dans les années 70, et qu'il dit, moi j'écoutais, je lisais Langston Hughes, je lisais la Harlem Renaissance, moi j'ai 18 ans, je sais pas ce que c'est la Harlem Renaissance, donc forcément, j'ai le réflexe de lire un petit peu, d'aller regarder. Et là, tu t'aperçois qu'en fait, dans les années 20, dans les années 30, il y a des gars qui ont écrit sur la condition des Noirs, dans les ghettos, qui commençaient vraiment à exploser, parce que les ghettos, c'est la fin du 19e siècle, même carrément. Donc tu te dis, en fait, cette histoire-là, de ce que nous raconte Gil Scott-Heron, ben, en fait, ça fait perpète que ça existe, et qu'aujourd'hui, on est encore dans les mêmes soucis parce que c'est constamment. En tout cas, là, on reste aux États-Unis, hein, je ne parle pas de la situation en France, on n'a pas les mêmes contextes, mais aux États-Unis, c'est. Là, tu viens de le dire à l'instant, Olivier, mais c'est pas parce qu'on a réglé les problèmes dans les lois, par l'écrit, que la condition des Noirs a changé totalement. C'est pas parce qu'ils ont voté pour Obama. Obama, c'est une belle image, c'est vrai que c'est super, tout le monde a kiffé l'élection d'Obama, mais résultat, le Black Lives Matter est postérieur à Obama, et donc ça veut dire aussi que ces problèmes-là, moi en tout cas, j'ai pas la solution forcément, mais on se demande quand ça va être réglé, et donc forcément quand on reprend, même The Revolution Will Not Be Televised, si on nettoie un petit peu le côté Black Power, voilà, on enlève ce truc-là. Parce que moi je suis pas noir, donc forcément je suis allé par contre, je suis allé chercher des choses qui me touchaient aussi, parce que voilà, je suis pas noir. Et donc, dans The Revolution Will Not Be Televised, dans Angel Dust, etc., on trouve des choses qui parlent d'autres problèmes, et qui, dans The Revolution Will Not Be Televised, on parle de BFM déjà, on parle des problèmes des réseaux sociaux, même s'ils ne les connaissaient pas, on parle de cette communication qu'on a entre tous,
qui, en vérité, on est tous des rigolos. On a des opinions, en vérité, on ne connaît rien, on n'est pas des experts. Et dans Revolution will not be televised, c'est exactement ça. C'est la révolution, on ne va pas se faire si tu regardes seulement la télé, que tu ne te cultives pas un petit peu plus. Et donc, pour moi, aujourd'hui, un morceau comme celui-là, qui, comme je t'ai dit, j'enlève le côté Black Power, qui, pour moi, exprime très bien ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec nos Facebook, nos Twitter, ou ce que tu veux. La révolution ne va pas se faire avec Twitter. Et même si elle est passée à la télé, parce qu'on a vu les révolutions arabes en Égypte, tout ce que tu veux, voilà. Donc, ça veut dire que ce genre de mecs sont représentatifs de leur époque, mais sont représentatifs aussi de problèmes récurrents du siècle et qui vont, à mon avis, être les problèmes de nos enfants si vous en avez. Voilà. Mais ne vous laisse pas trop le micro. Je voudrais passer le micro à Raphaël, qui est là aussi et qui a participé au projet, puisqu'il a écrit un texte pour avoir aussi lui-même rencontré Gil Scott-Heron. Donc je laisse la parole à Raphaël, qui est aussi la personne qui m'a poussé à aller à New York, parce que j'étais à New York sur les traces de Gil Scott-Heron. Et puis un jour il m'a dit mais pourquoi tu n'y vas pas? Et je lui ai dit bah ouais, je suis con, pourquoi je n'y vais pas? Donc j'y suis allé, j'avais pas un rond mais j'ai trouvé des sous. Et puis j'ai été sur les traces de Gil Scott-Heron et pour essayer de comprendre où il vivait, etc. Oui, bonsoir à tous. Donc moi j'aimerais un petit témoignage de mon expérience parce que Gil Scott-Heron, je l'ai rencontré 2 fois. Il m'a reçu 2 fois dans les loges quand il est passé en France. Je l'avais abordé, alors effectivement, j'ai poussé Stéphane quand il m'avait appelé pour le bouquin, qui disait je fais un livre sur Gil Scott-Heron, etc. Parce qu'on s'est connus il y a plus de 20 ans. Et à l'époque, il bossait au Virgin, et moi, j'ai donné mes maquettes. J'allais le voir dans le rayon, on avait bien connecté au niveau goûts musicaux, on était sur la même longueur d'onde. Donc, du coup, moi, j'ai glissé mes maquettes avec gravé 3-4 morceaux en lui disant tu peux pas faire monter ça là-haut, la direction, pour essayer que je trouve un label. Et il faisait gentiment. C'était cool. Merci. et ce qui était rigolo, c'était que. Du coup, quand il m'a appelé pour ce livre-là, il m'a dit bah ouais, moi j'aimerais bien faire un livre sur Gil Scott-Heron, etc. Moi j'ai dit écoute, c'est génial parce que on l'aimait tous les deux. Et je lui dis mais tu sais, moi j'ai fait un album, j'en ai ramené quelques exemplaires là, qui est sur Arthur Rimbaud. J'ai dit ma première démarche a été d'aller à Charleville-Mézières, une de mes premières démarches, pour aller voir l'univers dans lequel il était, et puis après avec laquelle il a pris la poudre d'escampette, après il est parti. Mais je voulais voir dans quoi il avait imprégné son enfance, etc. Et je lui ai dit, tu sais, je pense qu'à un moment donné, si tu fais quelque chose, c'est bien de monter à la source. Donc je lui ai dit, Gil Scott-Heron, il vient de New York, je crois. Il me dit, bah oui. Je dis, alors, t'as prévu d'aller à New York? Il me dit, bah non. Je dis, bah mais ça dans ton planning maintenant, quoi. Ça me paraît normal. Je dis, parce que tu vas rencontrer des gens, tu vas même voir les rues dans lesquelles il a pris les photos, etc., qui sont sur ses albums. Il va y avoir... tu vas transpirer le truc. Vous voyez, et à un moment donné, ça va se ressentir. Moi, quand vous écoutez mon album de Rimbaud, vous ne dites pas bah, tiens, il était à la Charleville-Mézières, je l'entends. Si, je non, arrête. Non, ça ne s'entend pas que je suis à la Charleville-Mézières, ça ne se sent pas. Mais il y a un truc qui. Je pense qu'il y a un truc qui transpire quelque chose. C'est aller au bout de la démarche. Voilà, c'est aller au bout de la démarche, et forcément, quand on en parle, eh ben, on est passionné parce qu'on est allé au bout. Et donc forcément, les gens qui vous écoutent, ils se disent, l'être humain qui a un radar et qui se dit, lui il dit pas tout, mais il en sait plus qu'il en dit. Et ça rend curieux, ça donne envie d'aller voir plus loin. Et c'est dans ce sens-là où je l'ai poussé, je dis, bah va, et à l'époque il me dit, ouais mais, il m'avait expliqué sa situation financière, il m'avait dit, ouais mais j'ai pas de... J'avais été un petit peu creux avec lui, mais là je lui dis de façon d'où, il me dit, j'ai pas les budgets. Je dis alors, t'es pas un bonhomme en sucre. Tu vas pas fondre à la première chaleur, donc tu vas trouver les moyens, puis tu vas en avoir de l'argent. Mais si à partir du moment où c'est donné l'objectif, cet argent tu vas le trouver. Mais il faut vouloir. Voilà, c'est tout. Et donc moi là-dessus, je rebondis sur l'article. Donc il est allé, moi j'étais content qu'il soit allé là-bas. Après ça s'est bien passé pour lui, il y a eu d'autres aventures apparemment, je pense que tu en parleras tout à l'heure, qui sont moins bien passées. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on va voir les choses, on va au fond. Et sur Gil Scott-Heron, moi quand je l'ai rencontré grâce à Jacques Martial, qui était le président de la Villette en 2010, ouais, c'est ça, 2010. Moi je travaillais avec Jacques Martial, justement sur le projet d'Arthur Rimbaud,
Jacques Martial, président de la Villette, c'est aussi la voix de Samuel L. Jackson, de Wesley Snipes. Voilà, on le connaît beaucoup de par sa voix. Donc il est noir, Jacques. Et je l'appelle à la Villette, je lui dis écoute, ce soir il y a Giscard qui passe dans tes locaux, dans l'ancienne salle ovale, qui était le temple à l'époque de la musique classique, que la Grande Philharmonie a désarçonné. Et il me dit ah bon, c'est qui Giscard? Et je lui dis bah écoute, c'est Giscard quoi. Tu connais pas? Il me dit bah non, excuse-moi, moi j'ai une formation classique, je connais Bach, Mozart, mais je connais pas Giscard. Et je dis bah écoute, tu vas découvrir. Je dis est-ce que tu penses que c'est possible de me le faire rencontrer? Il m'a dit bah écoute, mécaniquement c'est possible. Donc il me dit maintenant, reste aux aguets, reste au téléphone et je te rappelle et je te dis si c'est faisable. Il me rappelle une petite heure après, quelque chose comme ça, et il me dit écoute, viens ce soir, je peux rien te promettre, mais en tout cas on peut déjà regarder le concert ensemble et puis on verra au fur et à mesure comment ça se déroule. Il me dit en tout cas, tu rentres avec moi et on va voir ce que ça donne. Voilà, et puis pendant le concert, après c'est ce que j'ai mis dans le livre, donc vous pouvez lire le reste de l'histoire dans le livre. Après il y a ma rencontre avec lui, qui s'est fait à 2 reprises. Dont la première où je lui ai proposé de venir sur mon album de Rimbaud, sur le volume 2 que j'étais en train de préparer, parce que j'avais déjà fait le volume 1 que j'avais sorti avec Radio Nova et Radio France. Donc c'était un petit peu plus crédible déjà. Et en fait, il a accepté, mais il m'a dit j'ai 2 questions à te poser. Il m'a dit la première, c'est est-ce que je vais être obligé de le faire en français? Est-ce que je peux le faire en anglais? Je dis bah écoute oui, on va traduire les textes qui te plairont, je vais traduire des textes, je te les amènerai, et puis voilà. Et la deuxième chose, il m'a dit est-ce que tu pourrais venir m'enregistrer chez moi à New York? Alors là, moi j'étais sidéré parce que je me disais, moi, Giscard d'Estaing, j'ai découvert à 20 ans, je le rencontre à l'âge de 45 ans, après 25 ans d'idolâtrie de ma part, hein, mais que je ne lui ai pas montré, bien sûr, parce que je suis resté très judo, très en finale, on se concentre. Voilà. On ne laisse pas les émotions se déborder, sinon en tant qu'artiste on se perd. Et donc je suis resté très concentré, mais à un moment donné, je me suis dit, mais je suis en train de délirer, Giscard d'Estaing qui est en train de me dire, viens chez moi, m'enregistre. Donc c'était un peu impressionnant. Et je lui dis oui, bien sûr. Non, je peux pas, faut que tu me payes le billet. Je lui dis oui, bien sûr, je vais venir. Je savais que ça serait tout à mes frais, mais ça ne me dérangeait pas du tout, au contraire. Et puis voilà. Et donc la rencontre s'est bien terminée. Et après, il m'a dit bon, écoute, on en reparle. Je reviens dans 4 mois jouer. Après, il a joué à Nanterre ou 6 mois, je sais plus. Et là, j'ai reçu une invitation pour ma chérie et moi. Et il m'a accueilli comme un pacha. Vraiment, c'était pour moi vraiment un grand bonhomme, quoi. Plein de respect. Il a tenu sa parole jusqu'au bout. Après, on a passé une vingtaine de minutes avec sa femme, lui et moi. Lui, ma chérie et moi. Et là, vraiment, dans sa loge en privé, on a discuté. J'avais ramené le projet en anglais, et dont des textes d'Aimé Césaire aussi, parce qu'à l'époque, j'avais commencé en parallèle un projet sur Aimé Césaire, mais j'attendais les accords de la famille Césaire qu'ils ne m'ont pas donné. Donc ce projet-là est tombé à l'eau. Mais en tout cas, j'avais Giscard d'Estaing bientôt à New York, pas de problème. Puis après, j'ai reçu un petit mail 2 mois après de son manager qui m'a dit Gilles est mort à l'hôpital. Et j'ai pleuré. Voilà. C'était ma rencontre avec lui, mais je me dis, à la base, moi je suis joueur didgeridoo, un instrument que je défends depuis plus de 25 ans, qui est joué depuis plus de 20 000 ans par les aborigènes en Australie. Et je me dis, de commencer à souffler dans un bout de bois comme ça, et arriver dans la loge de Giscard d'Estaing, et ben moi je me dis, pour moi ça m'a encouragé en tout cas. Je me suis dit, ça veut dire que je suis sur la bonne voie, il faut continuer. Donc on a continué, et voilà, et puis on a monté une maison de disques, etc. Et voilà. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Et on évoquait aussi... Je te rends compte du corona, pardon. C'est sensible, je sens que c'est un sujet sensible. Non. Ça fait rire. On évoquait aussi tous les témoignages qu'il y a pu y avoir dans le livre, puisqu'il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu et qui ont accepté très rapidement de participer à ce projet. Il suffisait de dire Giscard d'Estaing et d'envoyer 2-3 pages. Et les gens acceptaient immédiatement, quoi. C'était presque incroyable. Moi, je suis pas écrivain, hein, c'est le seul livre, ce sera peut-être le dernier d'ailleurs, je ne sais pas. Mais c'était dingue de voir l'aura qu'il a, et puis
Il y a une partie aussi de son succès qui peut-être n'a pas eu lieu aussi, peut-être qu'il était peut-être un peu trop politisé aussi, je ne sais pas ce que tu en penses Olivier, quand on voit que, par exemple, tu voulais évoquer tout à l'heure B-Movie, c'est vrai qu'il était assez virulent envers le gouvernement Reagan, puis Nixon. Enfin, Nixon, je regarde, pardon, mais oui, absolument, oui, c'est vrai que Nixon et Spiro Agnew, que Kassem citait, qui est dans le morceau de Revolution Televised, qui était, je crois, son vice-président, si je me souviens bien. Et oui, c'est-à-dire que B-Movie, c'est quand même un morceau qui fait l'analogie, parce que c'est vrai qu'il était politisé, mais contrairement, par exemple, aux artistes hip-hop, dont la contestation s'accompagne d'un verbe très très fort et d'une musique coup de poing dans la gueule, lui c'était beaucoup plus subtil et fin. B-Movie, pourquoi B-Movie Parce que les films de série B, donc aux États-Unis, à Hollywood, il y a eu très tôt dans cette industrie cinématographique deux niveaux, disons, de cinématographie, les films A avec les grands acteurs, les grandes vedettes, les Clark Gable, les Olivia de Havilland, qui avaient des gros budgets sur lesquels les studios, puisque c'était le système des studios qui gérait le cinéma, misaient tout leur argent, et puis les films de série B qui étaient pour les drive-in, pour les secondes exclusivités, pour les petites salles dans les bleds de province, où là les budgets étaient bien moindres, où ils auraient utilisé souvent d'ailleurs les décors et les costumes des grands films une fois qu'ils avaient été tournés. Et donc c'était un cinéma qui était beaucoup moins valorisé, même si aujourd'hui on a appris à le réévaluer à sa juste valeur. Mais B-Movie, c'est quoi? C'est l'histoire d'une Amérique qui se voit comme dans un western et qui dit, voilà, les gens avaient besoin d'un héros, ils avaient besoin de quelqu'un qui vient à la dernière minute. Dans les westerns, il y avait toujours quelqu'un qui venait à la dernière minute pour sauver la situation. Mais ce qu'ils voulaient, c'était John Wayne. Mais John Wayne n'étant plus disponible, vu qu'il était mort quelques temps auparavant, they settled for Ronald Reagan. Ils se sont contentés de Ronald Reagan. Reagan était un acteur, quand même, je me rappelle, il a fait des pubs pour les cigarettes Chesterfield, il a fait plein de films très mauvais, dont l'exemple le plus drôle, c'est un film où il était co-vedette et dont un des acteurs, si on peut dire, était un chimpanzé. Et les critiques de l'époque notaient que le chimpanzé s'en sortait plutôt mieux que Ronald Reagan en termes de jeu d'acteur, pour vous dire qu'il n'a jamais été au niveau d'un Schwarzenegger, par exemple, pour prendre un autre acteur devenu politicien. Mais on ne pouvait pas concevoir à l'époque, ça paraissait incroyable, un peu comme quelques décennies plus tard, ça paraît incroyable qu'un Trump puisse être élu, mais que Ronald Reagan, cette espèce de séducteur, vanneur, petit acteur, devienne président de la nation supposément la plus grande et la plus puissante du monde, ce n'est comme une blague, ça n'a pas été une blague, ça a été le renouveau du capitalisme le plus brutal et le plus cru dans toute sa splendeur, et lui il fait ce morceau donc, où il compare l'Amérique à un film de série B qui a choisi un mauvais acteur pour gérer sa destinée. Donc oui, bien sûr il était politique, bien sûr il avait des revendications, mais ça ne s'exprimait jamais par la colère ou par la brutalité. Il y avait toujours une espèce de finesse, un humour noir, un sens de la métaphore qui lui était propre et qui faisait que c'était toujours fin. C'était pas taper du poing sur la table, c'était quelque chose de différent. Et puis aussi, musicalement, avec une sophistication, on avait évoqué tout à l'heure Ryan Jackson, qui est un de ses complices qui a co-signé plusieurs de ses albums, beaucoup de musiciens, dont son percussionniste qui est dans le qui ont contribué à ce que sa musique, qui au départ était très frustre, puisque comme on disait, Simoto, c'est juste des percussions et de la voix, c'est de la poésie scandée. Et ben, au fur et à mesure de l'évolution de sa carrière, on a été vers une soul, un blues, un jazz assez sophistiqué, avec des grands musiciens, jusqu'à ce dernier album à venir, où là, on rentre dans une musique en partie électronique, beaucoup plus moderne et très différente. Donc il y a une évolution musicale, et puis je pense que autant les textes sont passionnants, bien écrits et sa voix extraordinaire, autant les musiques sont aussi importantes. Ce ne sont pas juste des réceptacles pour les mots, comme peuvent l'être parfois certains morceaux de hip-hop. C'est vraiment, il y a une osmose entre les musiciens, le chanteur, le contenu textuel et mélodique, qui fait que les albums de Gilles Scott-Heron sont des albums qu'on peut écouter, réécouter, et on va redécouvrir des nouvelles choses à chaque fois, apprécier différents morceaux, et puis aussi
pour en revenir à l'aspect live, c'est des morceaux qui évoluent beaucoup sur scène, puisque tout à l'heure on parlait de Johannesburg, il a fait des versions allant jusqu'à quasiment une demi-heure sur scène, avec des improvisations, des ad-libs, des solos de ses musiciens, ou une espèce de digression verbale, puisque c'est quelqu'un qui, une fois sur scène, pouvait effectivement emporter le public de façon un peu chamanique, parce que c'est vrai qu'il a eu une présence. Ce dernier concert du New Morning, qui était un an avant sa mort, il en a donné 2 le même jour. Il n'a pas joué la moitié des morceaux qu'on voulait entendre, pour une raison simple, c'est que chacun des morceaux qu'il faisait durait 10-15 minutes. Donc même si le concert a duré de mémoire pas loin de 2 heures, il a joué peut-être moins de 10 morceaux. Quel morceau? Oui, tout à fait. Et, c'était une personne aussi, on ne l'a pas beaucoup évoqué, qui était très proche du blues. Il se disait lui-même bluesologiste, qui est vraiment un terme qui n'existe pas, quoi, hein, qui lui est propre. Et il est né à Jackson, dans le Tennessee. Non, pardon, il est né à Chicago, il a grandi à Jackson, Tennessee. Et puis ensuite, il a vécu à New York pratiquement tout le restant de sa vie. Et c'est vrai qu'il a aussi, il a repris sur son dernier album un morceau de Robert Johnson, Beyond the Devil, on en a parlé tout à l'heure. Mais il était aussi à la fois proche du blues, qui sont ses racines quelque part, et proche du jazz, parce qu'il a travaillé sur son deuxième album. Moi, c'est le premier album que j'ai découvert, c'est Pieces of a Man, qui est produit par Bob Steele, qui est un producteur énorme, qui a produit plus d'une centaine d'albums, je pense, avec des grands jazzmen. Sur son deuxième album, il a quand même demandé à Bob Steele si on pourrait s'il pourrait avoir des artistes, Bob Steele lui a demandé s'il pourrait avoir des artistes qui pourraient l'intéresser de travailler avec. Alors Brian Jackson et Gil Scott-Heron, sans trop y croire, ont demandé Ron Carter, et puis Hubert Law, qui est un flûtiste, et puis Bernard Proudy, qui est un batteur exceptionnel. Et ils avaient 19-20 ans, quoi. Ils ne croyaient pas vraiment que Bob Steele allait ramener ses artistes, et Bob Steele il leur a dit ok, pas de problème. Donc deuxième album, ils sont tout de suite avec des artistes exceptionnels. Juste le petit truc, c'est que Bob Steele est celui qui a produit Coltrane 10 ans avant sur un label qui s'appelle Impulse. Et c'est ce qui a fait aussi que Gil Scott-Heron lui fasse autant confiance. Et Bob Steele avait produit aussi des choses de Jacques Kerouac, de la poésie scandée déjà à la fin des années 50, début 60. Donc ça faisait double raison. Et malheureusement, Bob Steele a arnaqué Gil Scott-Heron. Mais après, je te redonne la parole. Mais je voulais rebondir avec une question pour toi, justement. Quel album, toi, tu retiendrais de Gil Scott-Heron? Je connais la réponse. Bah, moi, j'aime beaucoup Winter in America, mais après, moi, je suis quelqu'un qui vient aussi du funk à la base, vraiment du funk. Hein. C'est à la fin des années 70-80. C'est ça qui m'a fait grandir à la base. Après, forcément, quand on grandit, on élargit un petit peu plus. Mais j'aime aussi beaucoup ce qu'il a fait aussi à la fin des années 70 et début 80 pour des orchestrations. Mais sinon, celui qui m'a toujours vraiment scotché, c'est Winter in America, et particulièrement le morceau, c'est un morceau qui s'appelle Rivers of My Father. My Fathers, peut-être le mot pluriel. Enfin, c'est incroyable. Et on entend en fait, on entend Coltrane, on entend McCoy Tyner, on entend. Alors je fais un biais parce que j'aime bien les biais hein, quand même. Hein. Quand j'ai un micro, ça va pas du tout. Il faut que je consulte. J'ai un gros problème. Hein. C'est maladif. Mais en tout cas, il y a un monsieur qui est décédé il y a 2 ou 3 jours qui s'appelle Ronald Bell, pardon, qui est le saxophoniste de Kool and the Gang et le leader. Et en fait, c'était la même période, et Kool and the Gang, qui sont connus pour Get Down on It, Saturday Night Celebration, que vous avez sur lesquels vous avez tous dansé, était un amoureux inconsidéré de John Coltrane. Et les Kool and the Gang sont dans cette époque-là. Voilà, donc Gil Scott-Heron ou Kool and the Gang sont des gens qu'on associe beaucoup plus à la soul music, au funk, voilà, des choses. Et en fait, tous deux que ce soit Gil Scott-Heron ou Ronald Bell, sont des fanats amoureux, mais vraiment de Coltrane, de John Coltrane, ce saxophoniste qui a
bouleversé. Et c'est toujours intéressant quand on écoute toutes ces musiques-là, de se dire, mais en fait, on s'aperçoit que on fait pas toujours les bons liens. On a toujours l'impression que, ok, c'est des fans de James Brown, forcément, ça... Maintenant, l'artiste principal que Kool and the Gang aimait et Gil Scott-Heron aimait, c'était ce monsieur, ce John Coltrane, et on l'entend dans Winter in America sur River of My Father, ou sur des choses qui sont modales, qui sont très, très étirées, qui peuvent durer 7-8 minutes, comme tu disais tout à l'heure, parce que c'est un peu avec le jazz de John Coltrane que les Noirs américains se sont pris quelques libertés, avec Miles Davis aussi bien sûr, mais donc voilà, Rivers of My Father, c'est un peu l'album qui moi me plaît, l'album Winter in America, mais en tout cas principalement pour cet album, ce morceau-là. Ce qui est amusant aussi, c'est de se dire que c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup effectivement évolué musicalement, puisque comme on disait, donc il démarre avec de la poésie sur des percussions, après il passe comme à la soul au jazz, et puis, parce que Reagan était un peu une de ses obsessions, quand il fait Big Movie en 1980, Reagan était vu, Reagan, ça ne nous aura pas échappé, est réélu en 84, et à ce moment-là, il fait un morceau qui est produit par Bill Laswell de Material, qui lui aussi a des connexions jazz, mais qui est plutôt un espèce de sorcier du son, quelqu'un qui fait beaucoup de mélanges électroniques. C'est quelqu'un qui a par exemple collaboré au morceau Rocky d'Herbie Hancock avec un mixeur DST, qui est un des premiers morceaux où on avait un géant du jazz qui se mettait dans ce milieu du hip-hop et de la musique électronique. Et le morceau qu'il fait en 84 avec Bill Laswell, c'est un jeu de mots, c'est Rerun. Alors Rerun, ça veut dire reprise, mais il écrit Rerun, R-O-N, pour Ronald Reagan, Ronnie, et il fait It's a rerun, Late Late Show, Black and White Movie from ages ago. Là encore, il reprend le thème de on va chercher des vieilles choses, et c'est le retour, c'est comme si cette espèce d'horreur, on n'allait jamais finir, et ça, c'est sur une musique qui est. Alors, c'est un petit peu vieilli, parce que c'est l'électronique des années 80, mais il y a quelque chose de vraiment très très moderne. On sent que c'est pas quelqu'un qui va rester dans sa zone de confort et se dire moi mon truc c'est le jazz donc je vais faire du jazz un peu soul, mais il a aussi parce que encore une fois nous en Europe on aime bien l'idée de l'artiste maudit ou l'artiste qui va jusqu'au bout, mais aux États-Unis même des artistes très intègres et qui n'ont pas eu de succès commercial énorme comme Gil Scott-Heron sont quand même des gens qui ont envie. Quand on est américain, on ne peut pas se contenter d'être loué par les critiques ou par les aficionados. On veut ce succès commercial. Donc, Rerun, c'était aussi une façon de montrer, d'une part, qu'il était à la page, qu'il connaissait le son de moderne, et puis de garder ce côté justement militant en revenant une fois de plus sur le sujet de cet acteur de série B devenu président de la supposée plus grande nation du monde. Ouais, juste par rapport à ça, par rapport à Ronald Reagan, c'est marrant parce qu'en fait, il y a je crois que c'est sur H2O Gate Blues qui date de 76. Un énorme morceau. Il parle de Ronald Reagan. Il était gouverneur à l'époque ou déjà, il fait gouverneur et il dit faites attention à ce mec-là. Faites attention. C'est pour vous dire aussi l'importance et la manière dont Gil Scott-Heron gérait aussi les infos et sa culture. Et il dit faisons attention à ce mec-là parce que ce mec-là va devenir important. 4 ans après, il est élu. Je ne sais plus quel morceau, il parle de George Bush, au début des années 80. La même chose. Genre, faites attention parce que ce mec-là va devenir président. Donc on a toujours... Ça aurait été intéressant qu'il nous parle de Trump. Eh ben, on est... Mais voilà, c'est après, je pense que sa carrière n'a pas pu permettre ça. Mais voilà, au milieu des années 70, il nous présente cet acteur de série B en disant, faites gaffe. Et puis, donc, cette clairvoyance aussi, qui est super intéressante parce que je pense que personne ne voyait arriver Ronald Reagan en 75 ou 76 et en 82 personne ne savait que George Bush allait devenir président. Voilà, une petite parenthèse en plus. Bon, on va se faire virer. Oui, je voudrais juste, moi du coup, on va finir cette rencontre et je voudrais vous poser une question à vous qui êtes là en fait. Je voudrais vous poser la question de savoir pourquoi vous êtes venus en fait. S'il y a des gens qui veulent témoigner par rapport à ça, parce que justement c'est un artiste qui est peu connu, donc c'est une question qui m'intéresse en fait. Qu'est-ce que vous faites là en fait? C'est un autre à foutre de vos vies en fait. Ah, je plaisante, ça va, vous rigolez. S'il y a quelqu'un qui veut parler, et dire pourquoi il est venu et qu'est-ce qui l'a intéressé? Non, c'est jamais des conneries. T'es pas malade? Oh
Maintenant, oui. Non, oui. Bah moi en gros je suis venu parce que Raphaël on se côtoie depuis pas mal de temps du monde du didgeridoo et j'ai grandi avec Rapline donc voilà, donc j'ai écouté beaucoup de funk psychédélique. Merci. Les premiers lives que j'ai vus de rappeurs américains et des Fuji, c'était Rapline. Donc voilà, donc c'est vrai que je connais très peu Gilles Scott-Heron, j'ai écouté beaucoup de funk psychédélique, George Clinton. Donc forcément quand il m'a dit viens, j'ai fait ok. Donc c'est pour ça que je suis venu. Alors après je connais un tout petit peu mais je connais pas énormément. Mais moi ce qui me fait halluciner c'est ce que je disais à Raph, c'est que j'ai écouté plein de musique, de funk, de soul, mais je suis incapable de me rappeler les noms. Vous me faites halluciner quoi, à chaque fois à dire les dates, c'est impressionnant quoi. Boire de la bière. Mais c'est ce que je fais quoi, je fais de la musique et j'ai des morceaux dans la tête, mais les dates, les noms, c'est impressionnant. C'est hallucinant. Bah, les deux là, c'est quand même leur métier, hein, parce que moi j'ai fait ce bouquin vraiment en toute humilité. Pour la prochaine. Merci pour tout témoignage. Moi j'ai fait ce livre vraiment qui est pour moi un hommage en fait à Gilles Scott-Heron, et puis je voulais que ce livre soit un livre un peu collectif, que je ne sois pas tout seul à écrire ce livre dans mon coin. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est toutes les rencontres, tous les échanges qu'on a pu faire par rapport à ce livre. Et il y a des gens qui écrivent bien mieux que moi, et j'ai pas honte à le dire, j'ai pas de problème avec ça. J'ai été un petit peu l'initiateur de ce projet et je suis très content qu'il ait enfin vu le jour. Et merci beaucoup d'être venu. Moi, je reprends la parole comme à la séance d'avant. Moi, si je suis là et si je continue à le faire et si je referai encore des dates de promo et que j'en parlerai encore, c'est parce que ce mec-là, vraiment, moi je l'ai rencontré hier en vrai, en chair et en os, donc j'ai vu son corps et qu'il existait vraiment. Très beau corps, mais on en parle. On a des familles tous les deux, donc il ne faut pas qu'on se grille, mais réellement et sincèrement, et c'est pas pour être lourd, mais quand on tombe sur un amoureux à ce point-là de la zik et puis qui a fait ça avec un cœur mais aussi gros que cette maison, franchement je le suis encore des mois et des mois, et je suis vraiment là pour lui principalement, ensuite pour Gilles Scott-Heron, mais principalement pour la vibe toujours positive qu'il nous a donnée. Ça fait 4 ans moi que je lui ai écrit mon texte et j'en attendais rien, je savais pas ce qui allait arriver, mais vraiment, je vous dis, ce mec-là est un vrai bonhomme et je suis très très heureux de l'avoir rencontré enfin. Je vous demande vraiment de l'applaudir parce que c'est un super gars. Merci beaucoup. Et on va finir, s'il y a des gens qui veulent que je leur signe le livre, évidemment, ce sera avec plaisir. Ouais, merci à Olivier d'être venu. Et il sera là-bas. Merci. Merci à Gaël Cazer. Donc moi je vais faire la petite partie un peu ingrate, la partie commerciale. Si vous avez des sous, achetez le livre. À l'américaine, hein. Faut acheter. Si vous avez un peu plus de sous, il me reste 3 albums que Gilles Scott-Heron avait vraiment aimé, pour lesquels j'avais dit oui. Voilà, les hommages à Arthur Rimbaud. J'en ai sorti qu'un en physique parce que j'en ai marre de payer et d'être à perte. Les autres sont en numérique sur Deezer et tout le reste. Voilà. Et Raphaël Djamal, s'il vous plaît, messieurs. Voilà. Merci à vous. Et puis si vraiment, il vous reste encore de l'argent, on vend une sérigraphie en fait qui a été faite par Oncle Red. Et cette sérigraphie en fait elle est limitée à 62 exemplaires. On s'amusait à faire seulement 62 exemplaires parce que Gilles Scott-Heron est mort à 62 ans. Du coup, c'est une sérigraphie qui est limitée et signée par l'artiste. Merci à tous. Et puis un truc tout bête, c'est les gens qui nous ont accueillis. Merci. Voilà, les personnes qui sont derrière ce comptoir. Merci. Parce que accepter une rencontre autour de Gilles Scott-Heron, moi je prends. 2 même, carrément, exactement. Ben voilà, les gens du Walrus. Merci beaucoup. Non, c'est bon. Tous les gens qui n'accueillent pas. Merci Olivier.